C'est une double motivation. D'une part, j'ai fait ce qu'on appelle mon postdoc, c'est-à-dire une période de formation à l'Institut Jacques Monod à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est à l'Institut Jacques Monod que j'ai préparé mon diplôme français de la thèse d'État en sciences. Et donc, je connaissais cet institut et j'avais envie d'y revenir. Et après, parce qu'au fur et à mesure de mon travail, de mes diverses activités en France, je me suis convaincu que la recherche fondamentale est essentielle pour faire progresser les découvertes qui sont indispensables pour, disons, l'intérêt de notre société. Et je voulais donc passer dans l'institut qui avait une vocation plus spécifique dans la lutte contre les cancers, à un institut guidé par la curiosité, comme celui de l'Institut Jacques Monod, pardon. Voilà, et donc c'était ces deux motivations, retrouver une partie de ma jeunesse, si vous voulez, d'une part, et de l'autre, soutenir, j'espère, par mon action, la recherche fondamentale en biologie expérimentale, qui est à la base des succès dans la recherche biomédicale. L'origine de cet institut a été liée au prix Nobel de Jacques Monod, de François Jacob et André Wolf, prix Nobel qui a été donné pour des contributions importantes en biologie moléculaire. Donc, si vous voulez, c'est cet aspect de l'étude très fin des phénomènes biologiques qui a été mis en valeur en France à ce moment-là. Et depuis, cet institut a été un centre de formation pour de nombreux collègues français et étrangers qui se sont succédés dans cet institut, qui ont acquis, surtout à une époque où ces techniques étaient encore relativement confidentielles, les compétences qui leur ont permis après de les appliquer dans d'autres domaines de la biologie et de la médecine, et donc qui ont permis de diffuser cet esprit de l'analyse fine et quantitative des phénomènes biologiques. Et je pense que cet esprit reste avec la force de la motivation pour la recherche fondamentale, c'est qui au fil du temps a fait que certains aspects de la biologie ont été étudiés à un moment, ont été par la suite abandonnés, et que depuis mon arrivée, nous avons par exemple renforcé de manière importante l'interface avec la physique. Parce qu'on considère aujourd'hui que pour la compréhension fine et détaillée des phénomènes biologiques, il faut prendre en compte les forces et physiques. Et nos collègues physiciens nous apportent une vision nouvelle, originale et qui permet d'aller plus loin. Voilà donc, en 50 ans, il est parti de la biologie moléculaire pour revenir à la biologie moléculaire en passant évidemment par toutes les applications de ce type de méthodologie et qui ont permis à la France d'ailleurs de garder une place importante dans le paysage scientifique international en biologie. Si on pense à l'aventure qui est la science occidentale, ça se compte en millénaires. Donc 50 ans, c'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal. Il faut continuer dans cet esprit de découverte et toujours se rappeler que la passion de la recherche vient du plaisir qu'on a à la faire. Et que donc il est bien pour une société de garder à l'esprit qu'il est important qu'il y ait une partie de sa population qui puisse se permettre d'avoir ce plaisir de la recherche, les plaisirs de la découverte, les plaisirs de la transmission de la science aux jeunes. La science, c'est une façon de voir le monde qui n'est pas alternative à d'autres visions comme, je ne sais pas, l'art, la musique ou l'économie. C'est complémentaire. Elle est nécessaire autant que les autres au développement harmonieux, à mon sens, d'une société. Et c'est pour ça que
j'espère que tout ça va continuer dans l'intérêt dans l'intérêt de la société dans laquelle nous vivons, tout simplement. Voilà. Effectivement, la vocation principale de l'Institut est bien sûr dans la recherche fondamentale, mais ça n'empêche que toutes les applications de la recherche, toutes les traductions en pratique des résultats obtenus par la recherche fondamentale sont les bienvenues. D'ailleurs, il y a plusieurs équipes de l'Institut qui ont déposé récemment des brevets et d'autres équipes comme la mienne en particulier qui travaillent dans le domaine plutôt biomédical parce que nous nous intéressons à certains types de cancers et à leur caractérisation biologique, mais aussi dans le but très concret, parce qu'on teste ces médicaments directement dans notre laboratoire, de trouver des solutions originales et nouvelles à des pathologies comme les cancers, parce que la lutte contre les cancers, malheureusement, ne s'arrête jamais. Et donc, effectivement, là, je pense qu'il est important aussi dans le paysage parisien de garder un grand institut de recherche fondamentale qui n'a pas de vocation immédiatement appliquée. Mais toutes les applications sont les bienvenues à l'Institut et j'encourage toujours les chercheurs à mettre en valeur leur travail parce que c'est une façon aussi de valoriser la science, de montrer à nos concitoyens et aux institutions qui payent nos salaires et qui nous donnent les moyens de nos recherches que nous sommes utiles, que ce n'est pas seulement une activité sportive du cerveau, la recherche fondamentale, c'est aussi la base des grandes découvertes qui ont façonné l'humanité. Il y a une phrase qui est un peu galvaudée, mais qui est vraie. Ce n'est pas, on dit, en essayant d'améliorer la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Voilà. Donc c'est vrai que la curiosité ouverte sur tous les phénomènes naturels peut amener à des découvertes extrêmement importantes. Il y a une technique, je vais faire un exemple simple. Il y a une technique récente qui est utilisée à l'Institut dans plusieurs équipes, qui s'appelle CRISPR-Cas9. Cette technique permet de modifier de façon très précise l'ADN des cellules humaines. D'accord, ce qui n'était pas facile jusqu'à présent. D'où vient cette technique? Vient de la recherche sur les systèmes qui ont les bactéries de se défendre d'ADN extérieur. Qui pouvait imaginer qu'une recherche tellement distante pouvait un jour apporter des conséquences qui seront énormes dans le domaine biomédical et peut-être même sociétal. Voilà. Comme je le dis souvent, il nous manque un prix Nobel, malheureusement. Mais il y a eu des apports qui d'ailleurs aujourd'hui sont mis en évidence justement sous la structure du patrimoine génétique des cellules animales. Il y a eu aussi des découvertes importantes dans le domaine de la transmission du message génétique de l'ADN aux protéines, c'est-à-dire de comment à partir du code génétique, à travers des outils moléculaires assez fins, on arrive à construire les briques qui font les cellules. Et il y a eu aussi des études plus, disons, liées à l'analyse naturaliste, je dirais, de la réalité. Par exemple, il y a eu un groupe qui a étudié comment certaines tortues changent de sexe en fonction de la température dans laquelle elles se trouvent. Et ainsi de suite, jusqu'à maintenant, il y a des équipes qui s'intéressent aux mécanismes fondamentaux de l'évolution,
Il y en a d'autres qui sont à l'interface avec la physique, justement pour décrypter les phénomènes biologiques en fonction des forces mises en jeu. On peut calculer l'intérêt qui suscite les recherches menées à l'Institut par la quantité de contrats qui sont obtenus par les équipes de l'Institut actuellement et qui sont un nombre important, en quantité d'argent important, et qui ne sont pas seulement français, mais nous, on a par exemple 5 contrats européens, dont 4 financements pour des chercheurs dits de grand avenir, et ainsi de suite. Donc c'est, disons, une contribution diffuse, de haut niveau, qui ne s'est pas encore concrétisée dans un prix Nobel, mais ça viendra. Ce qui est passionnant par rapport aux expériences, à mon expérience précédente, c'est la méthodologie qu'il faut mettre en œuvre pour diriger cet institut. J'essaie de m'expliquer simplement. J'étais directeur adjoint du centre de recherche de l'Institut Curie. Et j'ai vu là comment on pouvait diriger un institut où il y avait des moyens, si vous voulez, financiers indépendants et qui génère d'ailleurs un centre de recherche de très grande qualité. Donc les défis, c'était de revenir au public. Parce que l'Institut Jacques Monod a 2 tutelles, le CNRS et l'Université Paris Diderot, et c'est tout. Nous n'avons pas d'autres sources d'argent. Ça peut arriver, disons, que c'est le cas pour mon équipe, qu'une dame nous a laissé un petit legs qui nous facilite la vie. En même temps, comme je le dis, il y a les nombres importants de contrats de recherche que les équipes trouvent qui permettent disons, de travailler. Mais dans un contexte où, si vous voulez, l'autorité de la direction est relativement faible, comment vous pouvez gérer l'Institut? Eh bien, il n'y a qu'une méthode, à mon sens, c'est le consensus. Donc, j'ai voulu revenir dans le public, d'une part parce que chacun a ses idées, et d'autre part pour tester cette hypothèse. Et effectivement, c'est ce qui prend le plus de temps, parce que vous êtes obligé de créer le consensus avec tous vos collègues, indépendamment de leur rang, de leur grade, etc. La machine fonctionne quand tout le monde y voit un intérêt, et tout le monde comprend que les succès de chacun, c'est les succès de l'Institut, et que les succès de l'Institut, c'est les succès de chacun. Évidemment, ça ne veut pas dire l'unanimisme ou l'unanimité forcée en toute occasion, mais ça veut dire vraiment la recherche du consensus, et donc discuter, changer d'avis quand c'est nécessaire, affiner son opinion, trouver des terrains d'entente les plus larges possibles. Voilà quelle est la partie, disons, d'un point de vue de la gestion de l'Institut, la plus intéressante. Et après, évidemment, c'est aussi être au centre d'une activité de recherche menée dans un domaine qui est le mien et dont je suis passionné, par des équipes de très grande qualité, sans oublier la transmission. La transmission de la science, de la passion pour la science aux étudiants. Je suis moi-même professeur à l'Université Paris Diderot et je considère que c'est extrêmement important pour de nombreuses raisons, parce que le pays a besoin de scientifiques, et parce que faire de la recherche et plus simplement même l'enseigner ou la pratiquer dans des entreprises, la mettre en pratique dans des situations de type industriel, c'est quand même quelque chose de très important pour le pays. Donc la transmission, voilà, je dirais la gestion dans la recherche du consensus, la participation à l'aventure scientifique et aussi à la diffusion de l'information aux étudiants. Bon, il y a déjà mon accent qui laisse penser que j'ai un caractère jovial. Bon, ça c'est important pour un directeur. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs éléments. D'un côté, bon, l'attractivité d'un site tout neuf,
un institut, disons, qui est moderne et dans lequel la plupart des équipements ont été améliorés et sont neufs. En plus, il y a beaucoup de bouche à oreille dans la communauté scientifique. Donc, effectivement, quand nous faisons un appel d'offres ouvert à l'international, la dernière fois, on a eu plus de 150 demandes. Et ceci parce que les gens savent qu'il y a un certain esprit de liberté dans l'Institut pour mener ses recherches. C'est aussi parce que les services administratifs de l'Institut sont très efficaces et que malgré la réduction du personnel de soutien et de support, on arrive quand même à créer là aussi un esprit d'appartenance qui fait que les gens travaillent sans compter les heures pour soutenir l'activité des chercheurs. Et en plus, nous avons des plateformes technologiques de très haut niveau dont la qualité est reconnue dans toute l'île de France et même en toute la France, si on considère les nombres d'usagers qui viennent, qui permettent des analyses très poussées du matériel biologique, que ce soit l'observation à travers les techniques de microscopie les plus modernes, que ce soit la caractérisation de ce qu'on appelle les omiques, c'est-à-dire la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique, et ainsi de suite, toutes sortes d'analyses qui permettent de bien déterminer la nature moléculaire des composants des cellules. Et on gère aussi d'autres plateformes un peu plus sophistiquées, comme le pôle de paléogénomique, qui s'occupe de l'ADN ancien, de la domestication des animaux, des migrations de l'humanité sur notre planète. Et on a mis en place aussi, parce que c'est absolument nécessaire, un pôle virtuel de génomique, de bioinformatique génomique, parce qu'aujourd'hui, l'analyse de la grande quantité de données qui est générée par les méthodologies modernes utilisées en biomédecine implique leur manipulation par les techniques de bioinformatique et de biologie computationnelle, comme on dit normalement. Donc voilà, les collègues savent qu'ici, il est possible de mener des recherches qui font appel aux techniques les plus modernes. Ils savent qu'on est à Paris, et donc effectivement, il y a l'attrait de la ville, et que l'Institut est tout neuf, et que la plupart des machines sont neuves, et qu'il y a un esprit de réelle collaboration entre les équipes, comme le montre le nombre croissant d'articles scientifiques rédigés par plusieurs équipes ensemble en même temps. Je pense que l'important pour un institut comme celui-ci, c'est d'abord continuer à recruter les meilleurs scientifiques tant que l'attractivité dont on vient de parler fonctionne. Ensuite, ceci attire les étudiants les plus doués. Et à travers ce foisonnement d'individus passionnés, je suis sûr qu'ils seront restés au centre de la recherche mondiale en biologie. Moi, je pense que les structures, c'est bien, les universités, c'est magnifique, les bâtiments, plus ils sont neufs, mieux ça vaut, mais qu'un institut est fait par les gens qui sont dedans. Et aussi bien les administratifs, aussi bien les techniciens que les grands scientifiques. Aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, je pense que si cet esprit consensuel d'équipe, cette volonté d'être toujours à la pointe, pour s'amuser le plus possible, évidemment, si tout ça est maintenu, eh ben les personnes qui viendront ici sauront maintenir l'enthousiasme et l'énergie nécessaire pour contribuer à la croissance des connaissances en biologie et en médecine. Donc, vous savez, moi, j'ai l'habitude de penser que la science a toujours fait les comptes avec les sociétés dans lesquelles les scientifiques évoluaient.
Il y a eu des périodes où on a dû effectivement respecter, je ne sais pas, certaines églises, voire certains partis politiques, etc. La passion pour la science a toujours permis à des collègues, malgré les difficultés de l'époque, de continuer à faire les recherches dans l'esprit de chercher la vérité possible de la période en question, c'est-à-dire tout ce que est possible comprendre avec les moyens intellectuels et technologiques d'une époque donnée. Donc je pense que effectivement, il y a beaucoup d'entre nous qui orientent en partie leurs recherches dans des domaines où il est plus facile d'avoir de l'argent. Et donc, par exemple, avec des applications médicales ou des applications pratiques de ces recherches. C'est des fois, disons, une nécessité, parce que ça permet d'avoir l'argent pour faire aussi le reste de la recherche. Pour ce qui concerne la compétition entre les équipes, bon, un certain esprit de compétition fait partie de la nature du chercheur, parce qu'effectivement, les goûts d'arriver le premier fait partie un peu de satisfaction du métier. En même temps, ça ne doit pas être une fin en elle-même, parce que sinon, les relations entre collègues sont dénaturées, et c'est beaucoup plus important de créer des bonnes bases de collaboration, même si par moment chacun garde pour soi sa dernière découverte, le temps de vraiment savourer les plaisirs, d'être le seul à connaître un petit bout de vérité. Mais dans l'ensemble, moi je pense que parmi ceux qui font de la recherche fondamentale, la compétition est moins exaspérée peut-être que parmi ceux qui font des recherches de nature industrielles, qui sont immergés dans le tissu économique, qui tiennent compte de nécessités qui ne sont pas seulement celles de la curiosité scientifique. La décision de créer l'Institut Jacques Monod est du 29 mars 1966. Et ça a été à l'époque une convention entre l'Université de Paris, parce qu'il y en avait qu'une, et le CNRS. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un mariage qui dure depuis 50 ans. Je ne sais pas quelles noces c'est 50 ans, les noces d'or, je crois. Mais en même temps, comme vous savez, la mariée s'est démultipliée. Donc il y a eu plusieurs universités à Paris qui ont vu le jour autour de la fin des années 60. Et jusqu'en 2009, l'Institut Jacques Monod a eu deux tutelles, l'Université Paris 6 et l'Université Paris 7. À partir de 2009, le choix a été fait de ne plus garder qu'une épouse, c'est l'Université Paris Diderot, qui est donc maintenant partenaire unique avec les CNRS de l'Institut. Tutelle, comme on dit, plus que partenaire. Et ben, je ne sais pas trop, je pense que c'est la faute des professeurs, comme moi. On ne sait pas bien. Alors il faut, par exemple, dans mes cours, moi je m'efforce de raconter des anecdotes. Bon, j'ai la chance d'avoir vécu l'aventure de la biologie moléculaire, comme on disait, donc j'ai connu ces personnes qui sont assez célèbres aujourd'hui. Alors je leur raconte, j'ai dansé avec la dame qui a découvert l'ADN mitochondrial. Ça vous dit rien, mais toutes nos cellules ont des petits poumons qui s'appellent des mitochondries. À l'intérieur de tous ces petits poumons, il y a un morceau d'ADN. Et cette dame a été la première au monde, c'est une américaine un peu illuminée et qui aimait beaucoup les jeunes gens. Moi j'avais 20 ans, je ne savais pas trop ce que je devais faire parce que... Alors, je raconte ce type d'anecdotes et j'ai l'impression que voir que la science est faite par des êtres de chair et de os, enfin, normaux, mais qui s'amusent, qui peuvent... bon, que tout ça est très important pour leur... Peut-être qu'on a trop sacralisé d'un côté la science et de l'autre côté on l'a un peu déshumanisé, c'est-à-dire qu'on ne voit que des applications que souvent on ne comprend pas bien, parce qu'on peut demander à beaucoup de monde s'il connaît comment
fonctionne l'électricité, par exemple, ou bien un antibiotique, pourquoi dans certains cas c'est utile, dans d'autres non. Donc voilà, il y a en même temps un discours un peu trop grandiloquent sur la science, et de l'autre côté, le fait de ne pas savoir transmettre l'excitation, la curiosité, le fait qu'après des mois et des mois, enfin, toutes les choses tombent plus ou moins comme dans un kaléidoscope. Vous savez, l'image se forme tout d'un coup. Et avant même d'avoir toutes les preuves, effectivement, on se dit, ça y est, c'est comme ça. Et bien là, il y a une satisfaction. Je ne veux pas utiliser les mots flash parce que ça rappelle des expériences interdites, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire un sentiment de grande de joie, de joie, de grande joie, parce que ça y est, on a compris quelque chose qu'on a mis de mois à poursuivre, à suivre, à pister. Voilà, c'est peut-être ça qu'on se va transmettre.